Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte. Alors tu piqueras d'ail ton rôti du dimanche, tu feras mariner la viande 12 heures avant un bourguignon, tu cuiras 100 grammes de pâte dans un litre d'eau. Voilà des règles de cuisine qu'on se transmet de génération en génération. Ces commandements culinaires ont-ils raison ? Eh bien l'auteur culinaire, justement Arthur Lequesne, jette un pavé dans la mare aux conventions avec son livre paru aux éditions Marabout. Le titre est sympa, écoutez. En cuisine, toutes les vérités sont bonnes à dire, point d'exclamation. Il est là, alors on va le cuisiner, vous pensez bien. Bonjour Arthur Lequesne. Bonjour. Bonjour. Pendant qu'Ophélie attaque sa 4e part de Mondor, il est bon. J'en ai fait tomber par terre, je suis désolée. Je crois que celui de la famille Mamet vous a tapé dans l'œil. Ouais, j'adore. Et dans le palais. Alors merci de venir avec ce livre, Arthur Lequesne, qui vient de sortir. En cuisine, toutes les vérités sont bonnes à dire. Alors le livre commence comme un coup de casserole, vous donnez le ton. Vous dites, la cuisine n'est pas une affaire de transmission. La bonne vieille recette traditionnelle n'est pas la meilleure à suivre. Alors là, heureusement qu'Yves Cordebord n'est pas là. C'est-à-dire que ce qu'on appelle traditionnel, en fait, c'est très récent. C'est-à-dire que la blanquette de veau, la joue de riz n'a que 50 ans. C'est-à-dire que la crème fraîche a été ajoutée il y a 100 ans par Madame de Saint-Ange. Donc c'est très récent. Oui, et la blanquette de veau qui était codifiée aussi quand même par Escoffier. Vous parlez beaucoup d'Escoffier qui a codifié la cuisine française et vous ne lui voulez pas que du bien, vous, Escoffier. Ah non, alors si, je lui veux beaucoup de bien, mais pas de la façon dont on pense habituellement. C'est-à-dire qu'il a codifié la cuisine française il y a à peu près 120 ans, c'est-à-dire à peu près au même moment où Thomas Edison inventait l'ampoule électrique avec un filament en coton carbonisé, pour vous donner une idée. Donc il y a très très longtemps. Depuis, on a fait beaucoup de progrès, les aliments sont de bien meilleure qualité, les ustensiles sont bien meilleurs, on a fait des progrès incroyables, la science est arrivée dessus, donc on sait beaucoup plus de choses qu'à l'époque. Alors il y a des gestes qu'on a appris à faire en cuisine, vous dites parfois ils ont un grand intérêt et parfois ils ne servent à rien. Vous appuyez sur quoi en fait pour contrer ces grandes règles culinaires qu'on se transmet ? Alors d'abord, la science est arrivée, il y a des études scientifiques qui ont été faites, et puis moi je remets en cause des choses, pas pour les détruire, mais pour savoir si ça marche, si c'est une raison d'être. En fait, la cuisine, pendant très longtemps, c'était un peu comme une science occulte. C'est-à-dire qu'on faisait les choses parce qu'on pensait qu'on avait des pseudo-certitudes, on avait l'impression qu'en reproduisant, ça marchait toujours. Mais une fois qu'on a mis face à ça les réalités scientifiques mesurables et incontestables, malheureusement, on a fait tomber beaucoup de mythes. Ah oui, il y a beaucoup d'habitudes qui sont là, qui n'ont absolument aucune raison d'être, qui sont contre-productives. Eh bien, on va jouer avec ces mythes culinaires. Tiens, je parlais dans l'énoncé du fameux rôti du dimanche ou du gigot qu'on aime piquer d'ail. Ça, c'est une hérésie, hein. C'est simple, parce que quand la viande, quand vous la voulez rosser, le gigot est à 55 degrés. À 55 degrés, votre ail ne cuit pas. Donc vous rentrez de l'ail que vous allez avoir cru au moment du service. Et ça fait couler du jus en plus du gigot. Alors ça, c'est une croyance qui est totalement fausse, parce qu'en fait vous percez peu de fibres, donc vous perdez peu de jus. Cette pratique, elle date un petit peu du Moyen-Âge aussi, où les viandes étaient faisandées, où on n'avait pas de chambre froide comme aujourd'hui, et on sauvait un petit peu le parfum faisandé en mettant de l'ail, en piquant les pièces, les grosses pièces d'ail. Oui, c'est-à-dire que c'est comme les marinades, ça servait à protéger les viandes et à modifier leur goût, qui étaient souvent des viandes avariées. Sans compter que l'ail ne se diffuse pas à l'intérieur du gigot. Non, mais il y a rien qui se diffuse dans les viandes. Enfin, non, mais le truc est simple. Si on aime, c'est vrai que l'ail va très bien avec le gigot d'agneau. Si vous voulez en faire un ce week-end, par exemple, de l'ail en chemise juste à côté dans le plat du gigot, et alors là vous aurez un ail confit que vous allez pouvoir déguster. Alors on va jouer avec ces mythes culinaires pour démêler le vrai du faux, un petit quiz, jouer de l'autre côté du poste, et puis Ophélie et Olivier vont prendre part au débat. Première affirmation, il faut toujours saler la viande avant de la faire cuire. Vous dites quoi, Olivier ? Alors le problème, c'est que je connais le livre par cœur parce que j'ai lu ses anciens ouvrages, et donc je vous dirais que en fait, une côte de bœuf, par exemple, l'idéal, c'est de la saler la veille. Alors, si c'est pour la saler juste avant de la faire cuire, ça a très peu d'intérêt. Mais si le sel a le temps de pénétrer, là, ça peut jouer. Et vous, Ophélie, vous diriez quoi ? Moi, je sale jamais avant. Vous salez. Bon, on sale, ça sert à rien de saler avant. Ah si vous salez 24 heures avant, c'est extraordinaire. Oui, 24 heures avant, mais juste avant. Juste avant, ça sert strictement à rien. Entre juste avant et après, il n'y a strictement aucune différence. On a fait des mesures avec un microscope à balayage électronique. Il n'y a pas de sel à l'intérieur. Il faut toujours sortir la viande à température ambiante avant de la saisir.
Là aussi, ça dépend de la taille de votre côte de bœuf. Si elle fait 10 cm d'épaisseur, si vous la sortez une demi-heure avant, ça sert à rien parce que le temps que la chaleur au cœur remonte, il faut des heures. Donc il faut la sortir le matin pour le soir. Ophélie ? Moi, je mets un thermomètre de cuisson avant de la mettre dans le four, donc je vois pas le problème. Alors sur le groupe Facebook des bons vivants, on vous a posé la question. Il faut toujours sortir la viande à température ambiante avant de la saisir. Vous êtes 95% à dire que c'est vrai et 5% à dire que c'est faux. Qu'est-ce que vous dites, vous, Arthur Lequesne ? Ça dépend de l'épaisseur. C'est-à-dire qu'un steak, vous avez intérêt à le sortir à peu près 2 heures avant parce que vous allez être à 20 degrés et quand vous voulez une viande saignante, vous êtes à 45, donc vous n'avez que 25 degrés à atteindre, donc peu de surcuisson de la surface. Par contre, pour un roast beef, moi je fais l'inverse, c'est-à-dire que je le mets même pendant 1 heure au congélateur avant de le cuire, ce qui fait que, c'est un truc, c'est dément. Et en fait, vous avez la surface de la viande qui est à une température très basse, et quand vous allez la faire dorer, la chaleur va peut pénétrer à l'intérieur, donc vous allez avoir une épaisseur de viande trop cuite, grise et sèche, limitée au maximum. Je connais des formateurs de cuisine qui nous écoutent, qui sont en train de se dire, mais on remet tout en cause. Les pâtes, tiens, il faut cuire les pâtes dans beaucoup d'eau. On a toujours dit 1 litre d'eau pour 100 grammes de pâtes, pour qu'il y ait un beau bouillonnement. Qu'est-ce que vous dites ? Ça dépend des pâtes. Si c'est des pâtes fraîches, il faut beaucoup d'eau. Et si c'est des pâtes sèches, c'est pas nécessaire. Alors, les pâtes, c'est marrant parce que le temps de cuisson, on va dire 10 minutes, sur ces 10 minutes, il y a 8 minutes qui ne servent qu'à réhydrater la pâte. Il n'y a pas de cuisson du tout. Le vrai temps de cuisson de ces pâtes-là, c'est 2 minutes. Beaucoup d'eau, c'est une hérésie, ça sert à rien puisque Mais vous êtes sûr de ça ? Parce que c'est les Italiens les premiers à le dire qu'il faut une grosse marmite d'eau bouillante salée pour cuire les pâtes. Alors, pas tous, parce que mon précédent bouquin qui était traduit en italien, l'éditeur m'a dit qu'ils étaient très contents que j'explique qu'il fallait peu d'eau pour cuire les pâtes parce que c'était un vrai dilemme en Italie. En fait, il faut peu d'eau parce que la surface de la pâte, l'amidon qui était à la surface, gélatinise assez rapidement. Il faut 1 à 2 minutes et après ces 2 minutes, il ne colle plus. Donc, on n'a pas besoin d'une grande quantité d'eau puisque de toute façon, on remue au départ. Ensuite, si vous mettez peu d'eau, votre eau va contenir plus d'amidon et comme vous utilisez un petit peu cette eau de cuisson dans la sauce pour qu'elle adhère plus aux pâtes, vous allez en utiliser moins et donc vous allez moins diluer votre sauce. Donc, vous allez avoir une sauce plus collante à la pâte avec moins d'eau. Je vous imagine de l'autre côté du poste, comme on dit, à la maison ou en voiture. C'est vrai qu'on a tous des gestes comme ça qu'on fait. Ça vaut le coup d'essayer, justement. Et c'est ça qui est intéressant avec votre livre. C'est passionnant parce qu'en plus, c'est imparable scientifiquement. C'est-à-dire qu'on a beau dire pendant très longtemps, on a cru que la Terre était plate. Et à un moment, il y a quelqu'un qui a démontré qu'elle ne l'était pas. Ça a gêné beaucoup de monde, mais c'est la réalité. Alors voilà pour quelques idées reçues qui font débat. Je vous propose de nous retrouver et de nous mettre d'accord, tiens, j'espère, autour d'un poulet rôti et d'un bœuf bourguignon. Alors, à la sauce traditionnelle ou à la sauce Arthur Lequesne ? Eh bien, vous allez entendre ça dans un instant. À tout de suite. Sur Europe 1, les livres aussi ont leur voix. Nicolas Caro. Émission exceptionnelle cette semaine, Bernard Werber. Face aux auditeurs, dans La Voix et Livre, nous parlerons de son nouveau roman, La prophétie des abeilles, mais il nous fera aussi quelques révélations sur les secrets de fabrication des fourmis, son roman culte. La Voix et Livre. 1 heure avec Bernard Werber, c'est demain à partir de 14h dans La Voix et Livre sur Europe 1. Le froid, je m'en moque. Mais le style, ça je m'en moque pas, non ? La toute nouvelle collection prête à réchauffer thermolactyle de Damar est faite pour vous. Sous-vêtements, t-shirts, chaussures, pulls, jeans, doudounes. Cet hiver, adoptez vous aussi le style même pas froid. Et moquez-vous du prix. Jusqu'au 9 décembre, profitez de moins 30% sur votre article préféré en boutique et sur damar.fr. Damar, le confort d'être vraiment moi. Conditions en boutique et sur damar.fr. À tous ceux qui écoutent attentivement le poissonnier quand il donne sa recette de lotte. Ah bah avec un peu de beurre, vous m'en direz des nouvelles. À ceux qui rigolent quand il dit « Quel poisson n'est pas né ?» Le poisson pané. Et à ceux qui râlent derrière, mais qui discuteront aussi quand ce sera leur tour. En ce moment, Intermarché propose la queue de lotte Pavillon France à seulement 16,99 € le kilo. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pêché en Atlantique Nord-Est. Modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. Frédéric Lenoir nous parle de son dernier livre, Jung, un voyage vers soi. Après Spinoza, j'ai eu à cœur de faire découvrir la pensée visionnaire de Carl Gustav Jung. Il est l'inventeur de concepts révolutionnaires comme l'inconscient collectif, les archétypes, la synchronicité. En montrant combien l'être humain a besoin d'une vie spirituelle pour s'épanouir, il nous invite surtout à un extraordinaire voyage intérieur où chacun peut faire dialoguer conscient et inconscient pour devenir pleinement soi. Jung, un voyage vers soi, de Frédéric Lenoir, un livre Albin Michel.
Parce que la magie de Noël commence par un joli sapin, les 3 et 4 décembre, Gamme Vert vous propose le sapin Nordman de qualité extra 100-125 cm à 14,95 €. 14,95 € de beaux sapins Nordman cultivés avec passion et patience durant 7 longues années sur des parcelles responsables. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Et enseigne préférée des Français 2021, catégorie jardinage. Leclerc. Tu m'expliques pourquoi t'as pris 2 gros pots de Nutella? Et toi, pourquoi t'as pris les mêmes? Eh ben d'abord, pour l'achat d'un pot de Nutella de 1 kg, le deuxième est à 50% de réduction. Et moi, je dois gérer les petits-déj de mes 2 gloutons. Et moi, j'aligne les pots de Nutella sur mes étagères. C'est de l'art. Bah voyons. Et ton œuvre, tu la manges en tartine ou à la cuillère? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 30 novembre au 11 décembre. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte. Nous revoilà à table avec Arthur Lequesne, auteur et décrypteur de la cuisine. Il vient de sortir En cuisine, toutes les vérités sont bonnes à dire. 60 idées reçues pulvérisées pour mieux cuisiner. C'est aux éditions Marabout. C'est un livre malin et intelligent comme on les aime. On va continuer de passer nos traditions culinaires à la casserole. Alors là, avec 2 monuments de la cuisine du week-end, c'est le poulet rôti et le bœuf bourguignon. Alors on va commencer par le bourguignon. Parmi tous les gestes que nous avons appris, moi j'ai passé un CAP de cuisinier il y a 15 ans, on me l'a encore appris, et vous dites qu'il y en a qui ne servent à rien, et vous dites même pire, des gestes transmis maltraitent la recette. Alors on va parler de la marinade, par exemple. Vous avez 2 experts en vin à côté de vous, Arthur Lequesne. Alors la marinade, on l'utilise, elle sert à quelque chose ou pas dans le bourguignon? Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut mettre un vin de qualité dans Absolument. la marinade, parce que ça va avoir un impact direct sur la qualité et le goût de on la est sauce. d'accord. Après, on sait très bien, et Arthur va le dire, que en fait, la marinade ne pénètre jamais dans la viande. Marinade ou pas marinade quand vous faites votre bourguignon, Ah oui, Féline si, Eman? marinade, moi, ouais. Ah. Et puis je m'applique à choisir le vin. Je prends soit un vin, il n'y a pas besoin d'une AOC, on peut prendre un IGP, Pays d'Oc, si on veut un vin un peu gourmand, ou sinon un gamay pour avoir un peu plus de nervosité. Arthur Lequesne, la parole est à la défense. Alors marinade ou pas marinade? Ça sert à rien. Ah. Ça sert à rien et c'est même totalement contre-productif parce que d'abord, dans le vin, il y a de l'alcool. Oui. Et que par osmose, l'alcool va absorber une partie du jus contenu dans la viande, donc ça va la sécher et la durcir. Et deuxièmement, ça va, avec le temps, ça va rendre la surface spongieuse qui va avoir du mal à dorer ensuite. Ça, c'est vrai que quand on fait une marinade, ce qui est obligatoire de faire, c'est de bien éponger et bien égoutter la viande. Oui. Ouais, Sinon, elle ne va pas colorer. Voilà, par contre, alors déjà, c'est intéressant de savoir pourquoi on faisait mariner les viandes. C'est-à-dire que ça nous permettait de les conserver plus longtemps parce qu'elles étaient plus en contact avec l'air, donc elles s'oxydaient beaucoup moins vite. Ça a modifié la couleur de la surface des viandes et on voyait moins quand elles étaient avariées. Non mais objection, votre honneur, quand même, c'est pas valable sur toutes les viandes. On est bien d'accord que la marinade, ça marche sur un poulet ou sur du poisson. Ah oui, je suis Là, ça d'accord. pénètre la chair. Oui, alors ça marche sur le poulet, ça pénètre un peu plus, effectivement. Quand vous faites du poulet tandoori, c'est très visible. Simplement, ça pénètre à peu près d'1 centimètre en 36 heures. Oui, mais si vous faites une escalope de poulet comme un paillard de poulet, par exemple, qui va être très aplati comme une milanaise, là, ça va monter plus vite dans les fibres. Oui, sauf que comme vous avez écrasé les fibres sont contractées, et donc ça a plus de mal à pénétrer. Alors, terrible, en la réponse revanche, à tout, non, mais hein. le truc absolu, c'est de travailler avec des seringues. C'est d'incorporer la marinade à l'intérieur. Et ça marche. Voilà, alors C'est sympa, je voudrais bien voir votre c'est un labo. Non, mais bien sûr, vous piquez et vous mettez le vrai dedans. truc pour le bourguignon, c'est de faire dorer la viande d'abord et ensuite vous faites mariner. Parce que quand vous avez fait dorer votre viande, vous avez créé des petites fissures entre chaque fibre qui sont chacune contractées. Et à ce moment-là, vous avez une surface qui est multipliée à peu près par 10 ou 100. Et là, votre marinade est plus efficace, même si elle rentre que d'1 millimètre. Mais même si elle n'est pas rentrée, on garde quand même cette marinade après pour la cuisson. Et voilà, c'est fait. Donc, mais si vous faites dorer votre viande avant et que vous la faites mariner après pendant 24 heures, là, vous avez un résultat qui est bien meilleur. En tout cas, chers auditeurs, si vous voulez conserver la marinade avant, c'est vrai, et Arthur Lequesne vient de le dire, il faut bien éponger les morceaux pour qu'on puisse les faire rissoler. Sinon, on a une bouillie. Et là, c'est vrai que ça rate la cuisson. Et autre idée qu'on bat en brèche, on ne brûle pas l'alcool du vin avant de le cuire. C'est-à-dire que si vous faites mariner 24 heures, vous avez intérêt à enlever l'alcool. Vous Alors, évitez d'assécher la viande. On va passer au poulet rôti. Tiens, demain c'est dimanche. Dans toutes les familles, on aime faire un poulet rôti. Alors on pense souvent, et moi le premier, je le dis régulièrement, je le teste. Alors il va y avoir un débat, je pense là-dessus. On dit souvent qu'il faut tourner le poulet chaque demi-heure dans un four pour avoir une cuisson homogène. C'est-à-dire que moi je commence une demi-heure sur une cuisse, l'autre cuisse ensuite, et je termine la poitrine du poulet, je parle. Et la poitrine du poulet bat dans le four sur la plaque de cuisson et les fesses en l'air, si je puis dire. Alors, je suis désolé, Laurent. Alors là.
Je suis désolé. Non, en fait, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien de le mettre sur une cuisse. Quand le truc de le mettre sur une cuisse. Attendez, je vous dis pourquoi je fais ça. Parce que j'ai quand même une cuisson uniforme entre les cuisses et les blancs restent moelleux quand je fais ça. Hein. Ouais, mais en fait, quand vous posez sur une cuisse, ça marche dans une cocotte parce qu'il n'y a que la cuisse qui chauffe et qui cuit. Les blancs ne sont pas en contact avec le fond de la cocotte. Alors que quand vous êtes dans un four, je parle pas en cocotte, je parle au four, moi. Oui, je sais bien. Ouais. Alors que quand vous êtes dans un four, la chaleur arrive par le dessus, vous avez la cuisse comme ça, et le blanc qui est là, qui est juste parallèle à la cuisse, et la chaleur arrive par le blanc. Mais il est un peu protégé quand même par les fesses du poulet en haut et les poitrines en bas quand même. Mais non, parce que la poitrine, elle n'est pas sous la cuisse. Elle est à côté de la cuisse. Elle est à côté, oui, on est d'accord. Donc, en fait, le mettre sur une cuisse, ça marche à la cocotte, mais ça n'a pas d'intérêt au four. Vous dites qu'en tout cas, ça marche quand on le fait en cocotte. Ça. Ouais. C'est une belle technique pour avoir un poulet moelleux. Moi, je le fais souvent en cocotte. Effectivement, on le démarre en coloration sur une cuisse, l'autre cuisse. Et en four après. Et on fait toutes les phases. Et au four, ou même au four ou en petit mijotage sur une plaque de cuisson, mais à très très feu doux, quoi. En fait, le vrai problème du poulet, c'est que les blancs sont cuits quand ils atteignent 65 degrés et que les cuisses à 75. Et alors là, il y a un truc imparable, c'est-à-dire qu'il faut enlever la ficelle du poulet, qui est une hérésie, qui est un truc qui sert juste aux volaillers à ce que ça prenne moins de place dans leur frigo. Ça ne sert qu'à ça. Et en fait, il faut allonger les cuisses au maximum. Et quand vous allez allonger les cuisses, vous allez affiner le muscle des cuisses. Donc vos cuisses vont cuire beaucoup plus vite et vous allez atteindre au même moment 75 degrés dans les cuisses et tout en gardant 65 sur les blancs. C'est ce que vous appelez le yoga du poulet dans votre livre. On peut appeler ça comme ça. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris comme vérité bonne à dire quand vous avez préparé ce livre ? En fait, déjà la cuisson des pâtes, je trouve ça assez marrant parce que j'ai fait un vrai truc il y a quelques pages. En fait, c'est tout remettre en cause et voir si ce qu'on dit est intéressant, les habitudes. Voilà. En fait, on a des habitudes qui viennent du temps d'Escoffier et qui sont dépassées aujourd'hui. Moi, je voudrais juste dire quand même qu'il y a l'importance du rituel aussi, l'importance du geste qui nous rassure. C'est-à-dire que même si on sait que ce qu'on fait ne sert à rien ou est faux, parfois ça nous rassure de le faire parce qu'on se sent bien, on a l'impression de s'inscrire dans une histoire, dans un mouvement, de reproduire, et finalement ça nous apaise. Et après il y a tout un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qu'on a fait c'est meilleur quand même, peut-être aussi parce qu'on a chacun nos goûts. Voilà, alors ça c'est vraiment intéressant parce que dans le goût qu'on a des aliments, il y a aussi notre mémoire. Et qui fait, par exemple, le poulet de notre grand-mère était un super poulet, même s'il n'était pas très bien cuit, ça fait partie de notre histoire et on l'aime comme ça. Donc effectivement, on peut faire comme on veut, parce qu'on aimera ça. Moi, je suis juste sur techniquement, comment faire mieux pour avoir de meilleurs résultats. Voilà, c'est comme dans la vie, parfois on reproduit des erreurs, mais on aime bien le faire. Quoi, on apprend ses erreurs. Mais vous avez raison, il y a une question de goût. Moi, je vais vous dire un truc. Je ne suis pas un fan des pâtes al dente à l'italienne. Je trouve ça trop dur. Moi, j'aime les pâtes plus cuites. C'est plus digeste, mais j'aime moins ça. Bon, après tout, c'est mon problème. Et on vous fera des pâtes collantes, tiens, ça vous apprend. Pas trop non plus, n'exagérons pas. En cuisine, toutes les vérités sont bonnes à dire. C'est le dernier livre d'Arthur Lequesne. Merci Arthur.